Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui consacré aux élections allemandes. Donc pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis pendant notre Outlook de mi-année, vous avez pu voir qu'on avait mis en avant quelques risques sur les 12 mois à venir. Donc on avait la BCE bien évidemment et les banques centrales plus en général, mais en Europe on avait un petit focus sur les risques politiques. Et là la première échéance arrive puisque ce week-end nous aurons les élections en Allemagne. Donc aujourd'hui ce qu'on va essayer de vous faire c'est un petit tour d'horizon de ce scrutin avec une première partie consacrée au paysage politique allemand avec Dirk Schumacher, et ensuite une revue des marchés financiers et de l'impact potentiel de ce scrutin fait par moi-même. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Dirk. So, Dirk, the floor is yours. Merci. Sorry for switching into English. Let me start and I'll give you a quick rundown how we see the German political landscape and what the potential outcomes are going to be and what the economic implications are going to be. If we could move to the next slide. One new feature of the German political landscape is, well, we have 6 parties and we have a lot of volatility in the polls, as you can see from this slide. So let me go quickly through the 6 parties and where they stand, starting with the CDU-CSU, that's the Conservative Party of Merkel, the Social Democrats, it's the red line, the SPD, which is led by the Finance Minister Olaf Scholz, who is the candidate for Chancellery. We have the Greens, which had a huge surge in April and May, and since then, as you can see, have come down dramatically. We have the Liberals, which is the yellow line, the most market-friendly party, if you will. We have the Alternative for Germany, which is the blue line, which is on the extreme right and which remains the untouchable in the German political system, meaning no other party will form a coalition with them. And we have the Linke, the left party on the extreme left, the name says it. So given that we have 6 parties, given that none of them has obviously majority in the polls, and though there is quite a bit of uncertainty in terms of how precise and accurate the polls are, it's clear that we'll need a coalition, and most likely a coalition with 3 parties. And if we could jump to the next slide, please. One important part to know about the German election system is that only parties who surpass 5% in the votes will enter the Bundestag, which implies that actually 45% of the votes are sufficient to form a coalition government, or even less, or maybe a bit more. Another uncertainty which makes it difficult to say right now what the new coalition is going to look like. But I listed here the 3 ones I would deem as the most likely. One of them should in the end make it. So this is in terms of likelihood, the traffic light coalition, which is SPD, Greens, and FDP, called traffic light according to the colors of the parties. We have the red-green coalition, and we have Jamaica. That it would include the Conservatives, the Greens, and the Liberals. And again, according to the colors of the Jamaican flag, it's called the Jamaican coalition. Important point is that the Greens and the Liberals will be the kingmakers. They, in the end, decide, depending on which side they are leaning, which coalition government will get. If we could jump to the next side, and don't worry, I'm not going to go through all these proposals of the parties. I just listed here for clarity some of the main points. If I had to summarize very broadly what the differences is, and that will not be surprising, the left-leaning parties, the Greens, the Left Party, the SPD, the Social Democrats, they all want to increase taxes on the higher income households. They want to introduce a wealth tax. They want to use fiscal spending in a more aggressive way. And I'll come to that in a minute. While on the other side of the political spectrum, the Conservatives and the Liberals want to cut taxes if that's possible and want to be fiscally more conservative. So you have a natural tension at this point between both camps, which is not surprising. There is, however, one further item which is really important, which is foreign policy, which is EU and NATO in that respect is important as well. And the point being here, the Left Party has a very extreme view, at least relative to the other parties.
The left is against any military intervention. It had a skeptical view on the EU and certainly very skeptical view on NATO. And that implies that if possible, or if they can form another coalition, the Social Democrats, the SPD, the Liberals will try not to form a coalition with the left. They will use the opportunity to form a coalition or the potential as a leverage to press the Liberals, the FDP, into a coalition. But in their heart, and I guess the statements we've seen over the last couple of days make that clear, they don't want to form that, because when it comes to foreign policy, and particularly when it comes to Russia, if you will, the left is somewhat unpredictable, or it's a risk to form a coalition then if in crisis times, if military intervention is needed, if Germany's partners, particularly France, have to rely on support, then the left could be really a problem. And that's why a red-red-green coalition will be used as a leverage, but the aim of the Greens and the SPD is to form a traffic light coalition. And for the FDP, if a red-green coalition is possible, it will be obviously easier to form a traffic light coalition, because they can say to their voters and to their members, we have to do that, because otherwise a red-red-green coalition will come, and a red-red-green coalition would be quite a radical shift in the German political spectrum. You would have higher taxes, certainly on voters of the FDP. So it will be excuse is the wrong word, but it shouldn't be too difficult if that is the prospect or the alternative for the FDP in the end to cave in and say, okay, a traffic light coalition is not a natural coalition in a sense that there are significant differences between the parties, but in order to prevent a radical shift of the German new government to the left, we have to bite the bullet, if you will. That's why, if it's possible, then I think a traffic light coalition is the most likely outcome. Of course, if the left party, which is currently polling around 6%, doesn't make it in the Bundestag, so doesn't get more than 5%, things are up in the air again, and then it's going to be either Jamaica or a traffic light coalition, depending. If the SPD comes in at first, then it somewhat has a natural right to say I'm the strongest party, and can also argue that the FDP should form a traffic light coalition. In any case, coalition talks will take a long time, couple of weeks. Last time it took a month actually to form a coalition. That could happen again, because 3 parties most likely will be involved. We could jump to the next slide, please. The big item on the agenda of the next government, and that's irrespective of which color it will have, is climate change. Fighting climate change, all parties take that serious, but they have different approaches how to do that, how to fund that, whether to look more at market-based instruments or whether through government intervention. But the challenge is significant, and you can see that on this slide number 6 on the left side. You can see that Germany, when it comes to energy sources, depends a lot on sources which produce, unfortunately, a lot of greenhouse gases. So that is coal and that is oil. And if you look at France, for example, the high share of nuclear energy implies that France is a lot less CO2 intensive in its production than, say, for example, Germany. Germany per capita is one of the most polluting countries, if you will, in terms of the greenhouse gases that per unit of GDP is being emitted, and that needs to be addressed. Unfortunately, nuclear power will not be part of the solution here, simply because the debate in Germany about nuclear power is a quasi-religious debate. But it is as you can see, a quite challenging task. On the right-hand side, you can see that in principle, we do see some progress. That is true for all countries. That shows you the greenhouse gas emission as a share of GDP. So it has come down everywhere among the big 4 economies in the euro area. It's true in other countries as well. But here on page 7, you see, nope, you can go back to page 7. You see the targets. So on the left-hand side, this is now Germany. You see the different sectors and how much they pollute in terms of greenhouse gas emission. Energy production, not surprising, being the biggest. You can see where 2030 the target is. That is the target which is now enshrined in law. So the current government put out a law where they specifically said
this is the new target, and the German Constitutional Court actually said every government will be bound by that. On the right-hand side, you see the increase, the needed increase in electricity production from wind energy, onshore, offshore, and photovoltaic to reach these goals. And these are dramatic increases in terms of the number of windmills that will need to be built and set up on the ocean or on land, and that will be politically very difficult to do. The Greens, for example, say 2% of all of Germany's land mass will have to be set aside for putting up windmills. So that's not going to be an easy ride for any coalition government. If we turn to the next slide, and the funding of all that will in the end be obviously a very important point for the markets. How is this going to be funded? And also for forming the coalition, because as I said at the beginning, the Liberals assume we get a traffic light coalition, are against raising taxes, and they also don't want to increase debt. And particularly, they said we don't want to change the so-called debt brake, which is part of the German constitution, which obliges the German government over the business cycle to have a more or less balanced budget. And that is obviously, if you will, in a natural tension with the aim of the Greens to take a lot of money and invest it to fight climate change. How do you solve that problem? Let's go back to the, first of all, obviously, Germany has a rather low debt level. You can see it on the right-hand side. It is below the debt level we had after financial crisis. So the questions about debt sustainability and all that, I mean, you just need to look at the rate of the 10-year German Bund to know that's not an issue. So the money is there in principle. And I guess even the FDP, the Liberals, would concede that that funding, more aggressive funding is possible. The problem is that this debt brake in the constitution is very hard to change, even if you wanted to, because you would need a 2/3 majority in both chambers of parliament. And that won't happen regardless of which government will get in the end. There are, however, plans how you sidestep the debt brake. You set up an investment fund outside of the budget, and there are, within the finance ministry, plans have been designed how you do that, such that it's still in accordance with the constitution. And my guess is this will be the way out to circle the square, the circle that Liberals who don't want the debt brake to be abolished, and Greens who want more spending to fight climate change, how that can happen. And if one listens to the remarks the head of the Liberals, Lindner, is making over the last couple of weeks, he's clearly moving into that direction. He said, for example, yes, we don't want to change the debt brake, but we don't want to reduce investment spending. We know that investment spending is important. So that is already a compromise in the making, listening to Mr. Lindner. So I don't think that the tensions which are in the programs between the parties are unsurmountable. So in the end, it's doable. And the last slide, it is also the case that there is obviously a lot of private saving in Germany. On the left-hand side, you see the current account of Germany, which is just another way of looking at all the saving in the country, abstracting from or subtracting government spending. So there is a huge saving, amount of saving, 6 to 8% of GDP over the last 10 years. That's not healthy. That's not healthy for Europe. So what I'm trying to say here is there are also ways how you can set up or include private money in order to finance a big chunk of the fighting climate change. How this will be done, there will be lots of discussion. The important point is that funding in principle is not a problem. Neither is the debt level very high, nor is there not enough private spending. It will be down to the, if you will, ingenuity of the new government to come up with a solution here. I would also highlight that public investment spending on the right-hand side of this chart has gone up, but is still quite a bit below the level we've seen right after unification. Unification obviously was a time when a lot of investment spending was needed.
Arguably, we face a similar situation right now in a sense that we need significant investment spending, not necessarily only from the public side. And again, how you involve private money, that's one important question the new government will have to answer. It will take time how to find out where the compromise will settle. But again, if the polls are not too far off the mark, then I think a traffic light coalition will be is the most likely outcome, and it will be a balanced combination. So you won't have an extreme shift to the left with lots of higher taxes, but you will still have quite a bit more spending, fiscal spending, in order to fight climate change. And one last point, let's assume that this investment fund solution doesn't work because the German Constitutional Court slams it down. There's also the possibility that this is put then on the European level, that Germany would push for a next generation EU type fund, again, aiming at climate change, but only or distributed differently this time and only for climate change. And that would sidestep as well the debt brake. I think the Liberals would have a bit of a problem with that, but if that's the only way a new traffic light coalition could work, then this might be another option. When it comes to European fiscal policy, I think as long as the Liberals, or if we have a Jamaica coalition, are part of that coalition, further fiscal integration is rather unlikely. Also, it's noteworthy that the Finance Minister Scholz, who is most likely next Chancellor, said that the Stability and Growth Pact doesn't need to be reformed. It had shown its flexibility during the crisis. Of course, he's saying that also to appeal to more conservative voters, and let's see how that changes once he's in office. But he doesn't seem at least very eager at this stage to do big leaps towards further fiscal integration. I'll stop here and pass on to Jean-Christophe. Merci Dirk. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions pour Dirk sur son discours et sur l'élection et la partie très politique, à utiliser le petit bouton questions-réponses et on répondra avec plaisir à tout ça juste après mon intervention. Donc maintenant, si on doit se concentrer un peu sur ce qui va se passer sur les marchés, la première solution, ce serait de regarder un peu ce qu'on a pu avoir comme price action lors des dernières élections. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'autour de septembre, sur ces deux graphiques, on voit que les assets swap n'ont pas vraiment bougé, donc la valeur relative des titres allemands, enfin du 10 ans allemand par rapport au swap n'a pas beaucoup évolué. On a eu peu donc de risques politiques intégrés, mais c'est assez simple à expliquer puisque par le passé, les sondages donnaient le CDU-CSU assez souvent vainqueur, et donc on était plus dans la continuité, rien de nouveau à intégrer. Et c'est pourquoi on avait ce calme, on va dire, sur les marchés en amont des élections allemandes. Il y avait toujours un peu de discussion sur le projet européen et ce genre de choses, mais jamais assez pour voir grosse sous-performance des titres allemands contre swap. Bien évidemment, si on regarde en taux, on avait des évolutions, mais qui étaient plutôt liées à des aspects extérieurs, puisque la courbe allemande profite souvent des flight to quality, ou alors subit la réduction des achats de la Banque centrale, par exemple. Mais pour tout ce qui est lié à la politique monétaire, si on essaie de regarder un peu en détail, on voit qu'il y avait très très peu d'intégration d'un risque politique. Maintenant, ce qu'on a pu voir avec ce que vient de nous dire Dirk, c'est que les choses pourraient changer après ce scrutin. Il y a un réel problème qui est le climat, il faut faire quelque chose. Le gouvernement devra dépenser plus, et ça, on peut essayer d'estimer ou de voir à quel point ça peut impacter les titres allemands. Quand on regarde par le passé, on voit qu'on a eu pas mal de disputes budgétaires. Donc, si on compare un peu à la France, les émissions brutes allemandes ont eu tendance à baisser au cours des dernières années. Si on oublie bien évidemment la crise du Covid, puisque ça a impliqué beaucoup de dépenses dans tous les pays européens, mais c'est quelque chose d'assez général. Si on regarde en termes d'émissions nettes retranchées des achats de la Banque centrale, on voit que l'Allemagne a profité d'un environnement assez favorable avec des émissions nettes très négatives. On a une emprise assez forte de la Banque centrale sur la dette, donc on a un stock à peu près de 33%, même voire un peu plus aujourd'hui avec le PEPP détenu par la Banque centrale. Donc on a une réelle pression sur les taux allemands. En plus de ça, le gouvernement a été aidé par des niveaux de taux extrêmement bas, liés bien évidemment au programme d'achat de la Banque centrale, comme on peut le voir sur le graphique de droite. Donc on est dans un environnement assez favorable, où on a vu des émissions nettes retrancher les achats en territoire négatif pendant un moment.
Et ça a son importance, puisqu'en général, ça favorise quand même beaucoup le marché du cash par rapport au marché du swap, surtout dans un monde où on n'anticipe pas de baisse de taux de la Banque centrale, même si certains gouverneurs ont tendance à dire qu'on est loin de la borne basse, qu'on pourrait encore baisser les taux. Aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que si jamais on avait un gros choc négatif, la BCE préfère réagir avec des programmes d'achat ou des TLTRO plutôt que de baisser les taux une nouvelle fois. En d'autres termes, si on n'a pas eu de baisse de taux pour faire face à la pandémie, il est assez difficile de concevoir une baisse de taux dans les mois ou dans les années à venir. Donc, quand on a une pression sur les baissières, sur l'ensemble des taux en général, ça implique très souvent une surperformance du cash contre swap. Maintenant, si on essaie de voir ce qui s'est passé depuis quelques temps sur les marges d'asset swap, enfin sur les swap spread, on va plutôt regarder. On voit que les offres de titres nets négatifs ont tendance à impliquer une surperformance donc, du cash. Ça s'est bien vu sur les dernières années, depuis 2015 donc, et le lancement du PSPP. On a une petite exception en 2020, mais les mouvements de taux étaient assez particuliers cette année-là. Mais globalement, on voit que quand on a cette offre de titres nets en territoire négatif, on a un boom qui surperforme. Ce qu'on voit, c'est que pour 2022, aujourd'hui, nos anticipations sont quand même bien moins négatives sur le supply net. On voit que les émissions vont être assez importantes, que les achats de la Banque centrale vont être, eux, beaucoup plus faibles. Et donc ça peut nous amener à un déséquilibre de l'offre et la demande sur la dette allemande qui poussera les taux allemands légèrement à la hausse. Là où les taux swap, eux, seront également poussés à la hausse, mais dans une moindre mesure, vu qu'on aura un marché qui aura du mal à intégrer une hausse de taux de la Banque centrale, puisqu'aujourd'hui, le consensus est plutôt pour une première hausse quelque part en 2024. Donc on est loin de tout ça. Bien évidemment, on a tous débat autour de l'inflation, transitoire ou non, qui pourrait un peu venir jouer, mais ce serait plutôt pour l'année 2023 que pour l'année 2022. On s'accorde tous à dire pour que les effets transitoires dureront au moins jusqu'en fin 2021, voire premier semestre 2022. Donc l'intégration d'une hausse de taux ne devrait pas arriver avant à ce moment-là. En revanche, sur le débat de l'inflation, si on voit que les effets transitoires durent au-delà du premier semestre 2022, donc fin 2022, début 2023, là le marché pourrait commencer à se dire que les effets ne sont pas que transitoires et donc on pourra avoir une intégration hausse de taux et là on aurait une sous-performance pour le coup du swap contre cash. Mais là si on se concentre juste sur cette échéance politique, on voit que quelle que soit la coalition, on aura plus de dépenses. En fonction de la coalition, les dépenses pour la transition énergétique seront bien évidemment plus ou moins importantes. On les estime entre 1 et 2 points de PIB, donc entre 35 et 70 milliards de besoins de financement en plus. Et ça aura un impact. Donc là, dans nos hypothèses, on a 50 milliards d'émissions en plus de notre cible pour 2022. En plus de ça, on a une BCE qui aurait une enveloppe de PEPP de 300 milliards et une enveloppe d'APP de 240 milliards. Donc pas de changement au niveau de l'enveloppe d'APP. On aura d'autres hypothèses un peu plus tard dans la présentation. Mais ce qu'on voit, c'est que dans ce cadre-là, on a une offre nette de titres qui passerait de moins 120 milliards environ cette année, pour les titres allemands seulement, à moins 8 milliards, donc à zéro en gros. Donc on arriverait quand même sur un équilibre un peu plus difficile à garder, donc une pression haussière selon nous sur les rendements cash. Ce qu'on voit, c'est que par le passé, quand la BCE a réduit ses achats ou tenté d'arrêter ses achats nets, donc ce qui s'est passé en 2019, on a eu une forte sous-performance du cash contre swap. On était revenu sur des niveaux bien plus faibles que les plus hauts qu'on a pu voir quand le boom était quelque chose de très très rare, puisque détenu en grande majorité par la Banque centrale. La pandémie est passée par là, on a eu beaucoup d'émissions, au point que malgré de forts programmes d'achat et donc une offre nette qui était négative, on a pu quand même avoir une certaine sous-performance du cash. Mais là, ça vient aussi du fait qu'au tout début de la pandémie, on a un marché qui a commencé à intégrer des baisses de taux qui ne sont jamais matérialisées. C'est pour ça que petit à petit, sur les marges, sur les swap spreads, on est revenu sur des niveaux un peu plus élevés avec un cash qui a eu tendance ensuite à surperformer. Là-dessus, notre vue, c'est qu'avec ces besoins de financement en plus et des achats de la BCE anticipés un peu plus faibles pour l'an prochain, on va se retrouver dans une situation où, comme vous le voyez, selon les hypothèses qu'on prend,
On a un scénario donc avec un net supply qui pourrait être autour de moins 41 milliards et un autre bien plus extrême où on pourrait être à plus 42 milliards. Donc si on se retrouve avec une BCE qui ne fait rien et un budget supplémentaire de 50 milliards, pardon, parce que pour les 8 milliards d'avant, c'était plutôt notre hypothèse sans aucun changement par rapport à aujourd'hui. On a un autre scénario où on a la BCE qui augmenterait ses achats, qui est un scénario qui selon nous est plus probable puisque c'est notre scénario central. Donc en gros, ce serait un scénario où la BCE l'an prochain, pour éviter une grosse baisse des achats nets après la fin du PEPP, augmenterait la taille de son programme classique, donc de 20 milliards à 40 milliards par mois. Et donc ça apporterait un soutien supplémentaire à l'ensemble du marché. Et bien évidemment, ça soutiendrait un peu plus les titres allemands et on reverrait sans doute notre hypothèse de swap spread pour l'an prochain. Aujourd'hui, on vous met une cible à la fin d'année autour de 30 points de base. Pourquoi à la fin d'année? Puisque il est assez difficile d'avoir des cibles pour l'an prochain, vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur, d'une part, l'inflation, mais surtout ce que va faire la BCE à partir d'avril 2022, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le PEPP s'arrête en mars 2022, et après ça, on n'a que 20 milliards d'achats par mois, ce qui semble peu probable. Donc on va avoir pas mal d'anticipation de marché là-dessus qui vont jouer sur les rendements. Bien évidemment, là-dessus, ça pourrait jouer dès la fin d'année. Et donc notre scénario est un peu à risque, puisque si le marché anticipe beaucoup d'achats de la Banque centrale, on risque d'avoir un niveau de swap spread un peu plus élevé. Mais dans un scénario où le marché anticipe à peu près une augmentation de l'APP et un PEPP qui se termine en mars 2022, il nous semble assez raisonnable de voir un niveau de swap spread en fin d'année à 30 milliards, à 30 points de base, en intégrant une hausse là, de 50 milliards du budget allemand. Donc là-dessus, on voit qu'on a quand même 7 points de base de baisse pour nos swap spreads et une réelle sous-performance des titres allemands. Maintenant, si on essaie de raisonner en niveau absolu, on pense que la borne des zéros sera atteinte quelque part l'an prochain pour le Bund, mais en fin d'année, on risque d'être toujours en territoire négatif entre moins 10 et moins 20 points de base selon ce qui ressort de ces élections et bien évidemment les discussions de la Banque centrale au meeting de décembre, qui sera selon nous donc la prochaine grosse échéance sur le marché des taux. Donc voilà à peu près pour ce tour d'horizon sur les élections allemandes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le bouton questions-réponses. So Dirk, for the moment we do not have any questions from what I'm seeing. So maybe you want me to be the icebreaker? Sure. So maybe in the past, how accurate were the polls in Germany? Did they usually are spotting or No, like in the US? Like with Brexit and all that, and the UK, we've seen the accuracy of the polls decline over the last 20 years, unfortunately. And significant number of voters have not decided yet. Now it depends if they are representative or the way they will decide in the end will more or less the same as those who have already been decided, or whether those undecided tend to lean particularly in one side or the other. That is difficult to say, but it is a lot is possible. It's also possible that the Conservatives come in first place still. So a couple of percentage points is I guess the error margin now between the parties. Like in other countries, the way those polls are conducted has changed a lot through the internet, and this makes it more difficult to make it representative. Of course, the institutes try to correct for that, but it's not always straightforward. And the response rate, meaning the number of responses they get for any request of finding out what a person, household thinks or not, is really low. So it's gotten more and more difficult to really get a representative sample, and that means the error margin increases. So there is unfortunately quite a bit of uncertainty. That doesn't mean it can swing 10% one way or other. That hasn't happened. I mean, famous last words. Maybe it will happen this time, but I don't think so. So the three coalitions I listed, assuming we have a couple of percentage points error margin, but that the swings won't be too dramatic in the end. Okay, thank you. So we have a first question, a bit for both of us. So if dedicated fund to finance renewable energy would
Will it be included in public debt figures, and what impact on bond yield? So I'll leave you the first part. Yeah, it should not be included. It would be set up in a way that this fund generates its own revenues. Then under European law and also under the German debt break law, it would not be part of debt. So it issues debt, which is guaranteed, but it generates its own revenue. So there is a way you can set that up that it doesn't count as part of the deficit and debt. That may be or that will be certainly challenged in court. The current finance minister and other think tanks have come up with ways how you structure that it's in accordance with those European and German rules. But there is arguably quite a bit of legal uncertainty, and I'm not expert enough, unfortunately, from a legal side to assess 100% whether this works. But people I take serious who know a lot about that said it should be possible. Yeah, in that sense, that would be a way to sidestep that problem of the debt break. Et donc pour l'impact sur le Bund, on verrait plutôt ça comme un autre concurrent qui arriverait sur le marché, mais plutôt comme une agence. Donc on pense que ça traiterait à Bund plus quelques points de base, si jamais on avait une nouvelle entité qui émettait des titres. Après, si on passait sur un label green, bien évidemment, ça pourrait induire une surperformance. Mais il faudrait aussi voir de quelle façon serait structuré ce programme de green. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné pendant la présentation, mais l'augmentation du budget allemand se ferait pour la transition vers des énergies un peu plus vertes. On pourrait sans doute le financer par des émissions de bond green qui aujourd'hui en Allemagne on surperforme quand même assez significativement les bonds classiques, puisqu'on peut avoir jusqu'à 7 points de base de prime sur un 10 ans par exemple. Mais ça vient aussi de la façon dont est structuré le Green Framework allemand, où tout titre vert est en fait le jumeau d'un titre classique et il aura toujours un outstanding plus faible que son jumeau, on va dire. Donc c'est 50 milliards en fait de dettes supplémentaires, même si on les émettait uniquement en green, induirait en face plus d'émissions de titres classiques si l'Allemagne choisit de garder le cadre actuel, on va dire. So Dirk, we do not have any more questions. So I think we can stop there for the French session. Donc, je voudrais tous vous remercier de vous être connectés. Surtout si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter, Dirk et moi, par email ou par le biais des sales avec qui vous êtes en contact, pardon, et on sera ravis de vous répondre. Bonne journée à tous et merci d'être venus à ce webinaire. Au revoir. Au revoir.